Ah, je crois que ça filme. Bon, ben, ça filme. Ça me fait archi bizarre. Bon, alors dites-vous que c'est une première, hein, parce que du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me suis acheté un nouvel appareil qui est ultra génial, nanani, nanana, tout ça. Mais en vrai de vrai, si je ne sais pas comment l'utiliser ou comment le régler, voilà. Bien entendu, non, je n'ai pas eu le temps de m'entraîner. Voilà, un petit peu pour la photo, pour la vidéo, on est sur nada. Rien. Je sais pas si c'est comme ça qu'on visualise nada, mais c'est la seule chose qui me venait comme ça en tête. Alors dites-vous que pour cette vidéo-là, j'avais prévu de me mettre à mon max, d'être oulala, on the top du ci, du ça et tout et tout. Et puis vous connaissez ma vie, hein, il y a eu les aléas et tout et tout. En ce moment, c'est le fait que Epicimos est pas mal malade. Voilà, genre je suis en train de filmer la vidéo maintenant, il y a à peine 30 minutes, je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Pendant que je filme la vidéo, Monsieur Chou qui est en train de se préparer pour aller acheter des médicaments pour lui chez le veto. Voilà, on va l'emmener demain parce que c'était le seul rendez-vous qui avait le dispo. Donc voilà. Donc, j'ai un réveil qui sonne, mais vous savez ce qui est drôle, c'est que je ne sais absolument pas ce que je voulais avoir fait à ce moment-là. En fait, il faudrait que quand je me mette des réveils dans la journée, je mette à quoi ça correspond, parce que sinon ça ne correspond plus à rien. C'est un réveil qui sonne en plein milieu de la journée. Voilà. Bref. Alors, cette vidéo-là, c'est une vidéo genre annonce, mais pas vraiment annonce. Si tu viens parce que tu viens de Instagram, tu sais déjà que je suis enceinte. Voilà. Et si tu viens juste parce que tu fais partie de mes abonnés qui ne s'est pas des abonnés, qui est toujours là et qui se dit « Oh là là, mais comment va la caliente de las patatas ?» Alors je vais bien et je suis enceinte. C'est plus ou moins ça mon annonce, mais c'est vraiment tout le contexte autour de ça dont j'avais envie de vous parler pour cette vidéo parce que selon moi, quoi de mieux pour revenir que de vous faire une espèce de cœur à cœur et de vous parler de tout ce qui se passe dans ma tête dans cette période de ma vie. Du coup, je vais quand même me changer pour faire la vidéo. Alors, pas faire trop de trucs, hein, parce que pendant que j'ai écrit la vidéo, oui, j'écris mes vidéos pour ne pas oublier tout ce que je dois vous dire. J'ai quand même un petit peu pleuré, tu vois, donc je vais pas non plus me mettre à mon max, faux style, tout ça. Mais on va être bien quand même. Je me prépare et je reviens. I am de retour, les copinous. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le strict nécessaire, hein, voilà, j'ai fait mon petit maquillage de tous les jours, j'ai même mis du mascara pour vous, c'est vraiment parce que c'est vous, voilà. J'espère que mon maquillage n'est pas trop chelou à l'écran, vu que comme je vous ai dit, je n'ai pas encore testé cette caméra, mais wouh, on est dans le test du corazon aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grosse vidéo pour moi, parce que c'est un sujet qui est archi intime, mais j'ai envie de parler de ça avec vous, voilà, et voyez vraiment cette vidéo-là comme si tu sais, t'es dans une conversation avec quelqu'un de proche de toi, où vous parlez de sujets qui sont importants. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce sera probablement une vidéo longue, donc prenez-vous un petit thé, prenez-vous un petit truc à manger et on passe un bon moment ensemble, mon cœur avec ton cœur. Fatalement, si dans le titre tu vois inscrit le mot infertilité, c'est parce qu'on va en parler aujourd'hui et que j'ai envie de donner mon témoignage de comment les choses se sont passées pour moi, comment j'ai vécu tout ça, en étant sur les réseaux sociaux, ce que ça m'a fait, ce que ça m'a pas fait et tout, et partager un peu cette expérience de vie avec vous et je l'espère encourager des personnes. Donc mon histoire commence en 2015. En 2015, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs au ventre. Je ne savais pas vraiment à quoi c'était dû. Et du coup, pour pallier à ces fortes douleurs, je prenais tout le temps du Codoliprane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Codoliprane, c'est du Doliprane qui est codéiné. Donc qui est beaucoup plus fort que du Doliprane normal. Et il faut savoir que j'en prenais genre H24. Tu vois, H24, c'est pas comme si j'avais forcément mal quand j'avais mes règles. J'avais mal tout le temps, point. Et du coup, arrive l'été, je rentre chez moi, etc. et tout. Et mes parents me disent, Soline, c'est pas normal que tu aies mal tout le temps, que tu prennes des médicaments tout le temps. On t'emmène chez le médecin. Et là, le médecin me dit, aïe, opération en urgence, madame, il faut opérer et tout, c'est archi grave, c'est urgent. Donc,
de vacances que j'étais censée passer en mode flex et tout, ça s'est transformé en, ah non, 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 opération plus vite, machin, genre la semaine d'après, j'étais au bloc opératoire, voilà. Donc, on m'a opéré, comme je vous l'avais dit à l'époque, au niveau de l'ovaire droit, parce que j'avais un kyste. Voilà, j'avais un kyste et de base, on ne savait pas si c'était quelque chose de malin, de bénin, etc. Si c'était de l'endométriose ou autre chose. Et après l'opération, le verdict tombe, c'est de l'endométriose. C'était un kyste d'endométriose. Donc la dame m'explique que... elle m'explique que... Elle m'a pas expliqué que l'ovaire était foutu, mais elle m'a dit, bon voilà, on a opéré ton ovaire. On a dû gratter la trompe à côté. Et puis elle m'a tendu un petit fascicule sur l'infertilité et elle m'a dit, bon voilà, comme ça, tu connaîtras tes options. Elle m'a dit, oui, il reste éventuellement l'ovaire gauche, mais bon, il n'y a pas vraiment de grandes chances que ça arrive. Alors honnêtement, vous savez, je ne dis pas ça avec le recul, comme si cette dame a minimisé les choses. C'est vraiment comme ça qu'elle m'a parlé, c'est-à-dire que j'étais genre choquée, tu sais, enfin... Je sais pas, dans ma tête, quand tu annonces à quelqu'un qu'elle est soit infertile, soit potentiellement infertile, tu lui tends pas genre un papier et tu lui dis, bon ben voilà, tu vas faire tes recherches, ok, hasta la vista baby, tu vois, enfin je ne sais pas, tu, ne serait-ce qu'un petit sourire et puis dire, voilà, quand tu auras du temps, ce serait bien de lire ça et de te renseigner parce que tu vas devoir passer par... différentes étapes, si tu souhaites procréer. Non, je vous ai laissé un fascicule sur l'infertilité, voilà, sur votre table de chevet. Ok. Bref, je suis pas là pour parler des états d'âme de la dame ou de sa façon de travailler. Au moins, elle m'a enlevé mon kyste. Voilà, mon ovaire ne s'est pas tordu ou n'a pas explosé ou que sais-je. Très bien. Ça a été déjà une période assez difficile pour moi parce que ma cicatrisation s'est pas bien passée. J'ai fait des allergies à des pansements hypoallergéniques, etc. Donc, enfin voilà, tout un truc. Par exemple, on m'avait mis des fils résorbables qui étaient censés partir assez rapidement. Dites-vous que moi, les miens, ils ont mis peut-être 2 mois à s'en aller ou je sais pas quoi. Enfin ouais, c'était vraiment tout un truc. Tout un truc. Donc déjà ça, c'était un contexte un peu particulier. En 2015, j'avais quel âge? J'avais 24 ans. 24 ans, la question d'avoir des enfants, c'est une question que je ne me posais plus réellement. Il faut savoir que moi, quand j'étais petite, je voulais pas avoir d'enfants. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai eu une enfance pas forcément la plus joyeuse qui soit. J'ai été maltraitée, etc. Dans différentes sphères de ma vie. Et du coup, ça fait que très petite, je me disais... Entre moi, ce que j'ai vécu et quand je vois comment, déjà à mon petit âge, je voyais à quel point le monde partait en couille, je me disais, j'ai pas vraiment envie de mettre au monde un enfant dans cette atmosphère-là. Voilà, moi, on ne m'a pas demandé mon avis, je suis là. Déjà, ça ne me plaît pas. Je ne pense pas que je vais forcément vouloir mettre au monde un individu dans ça. Ensuite, le temps a passé, vous savez, puis il y a quand même le matraquage de la société, la femme qui doit avoir des enfants et patati et patata. Donc, je pense que j'étais un peu dans le truc de j'aurai probablement des enfants un jour, tu vois. Je n'étais pas non plus dans un truc actif de je veux avoir des enfants et tout, mais je pense que je me disais, bof, j'en aurai probablement un jour, puisque tout le monde en a. Voilà, je pense que c'était plus comme ça. Et du coup, ça nous ramène à mes 24 ans où on me dit, meuf, soit tu es infertile, soit tu es potentiellement fortement infertile. Voilà. Et donc, tu sais, c'est un peu particulier parce que tu sais pas forcément si tu veux avoir des enfants, mais la médecine te dit, il y a des chances que tu ne puisses pas en avoir. En fait, de fortes chances. Renseigne-toi sur les PMA. Voilà. Donc voilà, c'était, je souris, mais c'est un sourire qui est nerveux parce que, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui m'a forcément brisé, mais c'est particulier quand on t'enlève une option que tu n'avais même pas encore envisagée parce que tu n'étais pas encore à ce stade-là de ta vie, tu vois. Donc, le temps passe, bien entendu, différents essais de pilules qui me font grossir, etc., qui ne m'aident pas non plus. Parce qu'il faut savoir que moi, après l'opération, les douleurs ne se sont pas forcément arrêtées. Donc au début, on pensait que c'était les suites de l'opération, surtout que comme je vous ai dit, j'ai pas bien cicatrisé, j'ai eu des petits soucis et tout et tout. Donc on pensait que tout ça était lié, sauf que bon moment après, donc fin de l'année, fatalement, c'est pas les douleurs de l'opération, c'est juste t'as mal parce que meuf, t'as de l'endométriose, c'est tout, tu vois. Et du coup, je vais faire des analyses. Donc, il me semble
que c'était un éco-doppler, mais honnêtement, comme ça date de 2015, que vous savez, après mes multiples déménagements, je sais pas où sont les dossiers, etc. Je sais plus si c'est exactement cet examen-là qu'on m'a fait passer, mais en tout cas, j'ai passé un examen où on m'a dit, en fait, alors, il n'y a pas d'endométriose à droite, mais du coup, ça a migré à gauche. Et du coup, parce que du coup, c'est le médecin qui faisait, comment ça s'appelle, l'examen qui m'a dit ça. Ensuite, je devais aller voir mon médecin traitant qui m'a dit, bon, voilà, vu que c'est revenu, que vous avez très mal, que le Codoliprane ne vous aide plus, je vais vous passer sous l'amaline. Donc le lamaline, c'est un dérivé d'opium. Et c'est un type de médicament que j'avais vraiment pas envie de prendre parce qu'il faut savoir que 2015, c'était une période de ma vie où je commençais vraiment à m'intéresser à tout ce qui est bien-être. Alors je vais dire bien-être, mais vous savez vraiment en termes de compléments alimentaires, de spiruline, de ci, de ça. Et consommer énormément de compléments alimentaires et à côté de ça, prendre des dérivés opiacés, c'est pas quelque chose que je voyais forcément comme étant compatible et c'était pas quelque chose non plus que j'avais envie de faire. Donc quand je dis ça, je suis pas en train de dire que les personnes qui sont obligées de consommer des médicaments comme ça et qui en même temps prennent des compléments alimentaires, c'est mauvais ou que ça sert à rien ou quoi que ce soit. Je dis juste que moi, dans ma démarche, ça me dérangeait parce que ça me donnait l'impression que j'empoisonnais mon corps, en fait. Même si c'était quelque chose qui était censé faire passer la douleur, j'avais vraiment cette impression de m'empoisonner avec des choses auxquelles je ne croyais pas ou plus. Et du coup, ça me posait fondamentalement un problème. Et c'est vrai que même si je continuais à prendre du Codoliprane, je voulais pas atteindre le stade de la lamaline en fait. Du coup, ça c'était peut-être vers octobre-novembre et tout. Donc le médecin m'a dit ok, on continue le Codoliprane. Il faut savoir que je prenais énormément de comprimés de Codoliprane. Voilà, j'étais au-dessus de la dose que quelqu'un prend normalement. Je sais même pas c'est quoi la posologie normale du Codoliprane, mais je vais vous dire que moi j'en prenais genre 9 par jour. Donc pour les gens qui connaissent ce genre de médicaments-là, je pense que vous visualisez plus ou moins. Je planais H24. H24, je planais pour ne pas avoir mal. Et ça me ramène du coup à décembre 2015 où rien n'avait changé dans ma vie. J'avais toujours mes douleurs, je prenais toujours énormément de Codoliprane, ce qui me dérangeait parce que comme je vous ai dit, j'étais vraiment dans un tournant de ma vie où je changeais vraiment toute mon alimentation, ma façon d'appréhender l'alimentation, etc. Et en fait, j'ai eu ce ras-le-bol. Et il y a eu un jour où je devais me déplacer pour aller acheter mes antidouleurs. Et j'ai pas pu parce que j'avais plein de choses à faire, etc. Et bref, j'avais pas le temps de m'arrêter à la pharmacie. Et je me souviens, j'ai prié et j'ai dit franchement Seigneur, j'ai plus envie de prendre tous ces médicaments-là. Ça me pèse. Quand je prends pas mes médicaments, j'ai l'impression que je vais mourir tellement j'ai mal. Mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre que ça soit de me battre, que ça soit de m'empoisonner, j'en ai juste marre en fait, j'en ai juste marre et je vais arrêter de prendre mes médicaments et puis si je dois mourir, eh ben, je vais mourir et puis ce sera ça ma vie et puis c'est tout. Donc voilà, j'ai fait ma petite prière assez mélodramatique. Alors avec le recul c'était mélodramatique mais vous savez je pense que quand on souffre autant, parfois on se dit en vrai si on meurt ce serait peut-être quelque chose de bien, ce serait une délivrance. Donc quand on n'a pas d'endométriose, je pense qu'on peut pas comprendre ce que je dis, mais toutes les personnes qui souffrent d'endométriose et qui ont mal à ce point-là, je pense qu'à n'importe quel moment elles se sont déjà dit si je mourais ce serait plus simple en fait, ce serait juste enfin un soulagement. Ça nous ramène à 48 heures plus tard. Parce qu'en fait, je passais les fêtes de fin d'année chez Marjorie, pour ceux qui l'ont déjà vu dans mes vidéos ou sur mon Instagram, etc. Je passais Noël dans sa famille et du coup, j'avais pas pu prendre d'antidouleur ni quoi que ce soit. Et je me rends compte le 25 au matin qu'en fait, je suis là en train de passer Noël avec eux, mais que ça fait 24-48 heures que j'ai pas pris d'antidouleur et que, en fait, je vais bien. C'est pas genre j'ai une douleur qui est supportable, c'est genre juste je vais bien, je n'ai pas mal, totalement. Donc je me suis dit, tu sais quoi Soline, ne t'emballe pas, si ça se trouve c'est un répit que tu as et puis quand tes règles vont arriver, tout va repartir, etc. Et puis mes règles sont arrivées, je savais même pas qu'elles arrivaient.
Le mois d'après, peut-être que j'ai eu un peu mal, mais tu sais, le genre de douleur où tu vas prendre un Doliprane normal et genre de toutes tes règles, tu vas prendre un Doliprane et tu seras très bien. Et ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. Donc, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Moi, c'est mon cas. Enfin, moi, c'est mon cas. Moi, je fais partie de celles qui croient en Dieu, je veux dire. Et moi, je l'ai vu comme Dieu qui posait sa main sur moi et qui me donnait un répit, qui me donnait la guérison. En fait, j'ai vécu dans cette guérison-là, sans rien me poser comme autre question de ce que ça implique, de je vais aller faire des examens, etc. Il faut savoir que moi, j'ai un rapport très négatif à tout ce qui est médecin, hôpital, etc. Parce que j'y suis déjà allée beaucoup de fois et que c'est pas des contextes que j'aime. Donc en général, quand je vais chez le médecin, c'est que la mort est proche, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que souvent j'ai des soucis, j'y vais pas. Et du coup, quand j'y vais, c'est en mode, mon Dieu, c'est l'urgence, bloc opératoire maintenant. Aïe, mon Dieu, madame, mais il y a un muscle qui est déchiré. Mais tu vois, c'est un peu mon cas. Et du coup, le truc, c'est que ça m'aide pas parce que ça entretient ma peur du médecin. Parce que je me dis, à chaque fois que je vais chez le médecin, il y a toujours, on me dit toujours, meuf, il y a un truc de grave que t'as. Donc effectivement, peut-être que si j'y allais plus fréquemment, bref, j'aurais pas à vivre les choses de façon aussi traumatisante, si on peut dire ça comme ça. Bref, anyway, donc si vous voulez, ça m'a replongé un peu dans une sorte de normalité, c'est-à-dire que soit, je vous ai dit, j'avais pas du tout mal au ventre, soit si j'avais des douleurs, c'était vraiment en mode, je prends mon Doliprane et puis ça va. Et surtout, je prends mon Doliprane parce que j'ai des trucs à faire et que je peux pas me permettre de me reposer simplement dans mon lit et tout et tout. Faut savoir aussi que toute cette période de ma vie où j'ai eu extrêmement mal à laisser, je pense, une peur chez moi d'avoir mal. Donc il y a aussi des moments où je prenais le Doliprane parce que je me disais peut-être que si j'attends, en fait la douleur va s'installer et après ça j'aurai l'impression que je vais mourir. Parce que toutes les personnes qui ont déjà eu de fortes douleurs pour leurs règles, vous savez que c'est comme ça que ça se passe à partir du moment où la douleur arrive finement et puis que tu ne l'as pas pris ton médicament, maman, tu sais que c'est mort, tu sais que le truc ne va pas agir tout de suite, tu auras le temps de douiller avant que le médicament agisse. Donc voilà, il y a eu des moments aussi où j'ai pris parce que j'avais peur de retrouver cette sensation-là de douleur atroce. Aussi, je pouvais avoir des douleurs si j'avais une mauvaise alimentation, tu vois, genre si avant ou pendant mes règles je mange du chocolat ou bien de la junk food, etc., j'aurais mal au ventre. Encore une fois, un mal qui est totalement surmontable et que voilà, je peux totalement endurer et tout et tout. Rien à voir avec celle d'avant. Mais si je fais attention à mon alimentation, rien de tout ça, etc. C'est pour que vous voyez plus ou moins le contexte. Il faut savoir que pendant toute cette période-là, ça a été pour moi quelque chose de très difficile à vivre sur les réseaux sociaux. Parce que comme je vous ai dit, il y avait déjà la question de est-ce que je vais avoir des enfants ? Je ne savais pas. En même temps, il y avait la médecine qui me disait que je ne pouvais pas en avoir. Surtout que à mes dernières analyses, le gynéco m'avait dit un peu, vu que globalement c'est pas de l'ovaire droit que tu auras un enfant et que maintenant il y a de l'endométriose sur l'ovaire gauche, voilà. Il faudra commencer à vous renseigner, voilà, parce que pour les techniques de PMA, de patati, de patata, il y a des délais plus ou moins à respecter concernant votre nombre d'ovules ou d'ovocytes, je sais pas quoi. Voilà, c'est pas quelque chose que je connais et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui me traumatisait tellement que j'y ai pas du tout prêté attention, genre. Il y avait aussi la question de la parentalité parce que quand tu as vécu des traumatismes dans ton enfance aussi, je pense que beaucoup de personnes qui ont vécu des choses comme ça se disent pas fatalement ouais, je vais avoir des enfants, tu vois. Moi, je sais que j'en connais beaucoup qui ne veulent pas en avoir. J'en connais aussi qui sont en mode je vais absolument avoir des enfants pour exactement ne pas refaire ce qu'on m'a fait et tout et tout. Moi, j'étais plus dans un I don't know, tu vois, la parentalité, ça me semble être un concept qui s'étudie, tu vois. Tu deviens pas parent juste parce que tu es enceinte ou juste parce que tu accouches. Tu vois, pour moi, la parentalité, c'est vraiment un truc, en fait. Tu t'improvises pas astronome, tu t'improvises pas ingénieur en aéronautique ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est pareil pour la parentalité. C'est ma vision des choses. Tout le monde n'a pas à avoir celle-là et tout. Mais c'est vrai que j'ai cette impression que si plus de personnes prenaient le temps de se poser la question de quel type de parent j'ai envie d'être, il y aurait peut-être moins d'enfants traumatisés, il y aurait peut-être moins de personnes qui partent en couille. Mon avis, voilà, qui n'engage que moi.
Entre-temps, entre les prises de pilules, d'arrêt de pilules, de ci, de ça m'a fait prendre du poids. Et c'est vrai que je pense que tout le monde est au courant. Sur les réseaux sociaux, toutes les filles, on leur demande en permanence, alors c'est pour quand le bébé? On voit que tu as pris du poids. Oh là là, elle est enceinte. Waouh, c'est trop génial. Oh là là, tu rayonnes. Oh, le glow de la grossesse. Et tu sais, tu es là, on te dit ça. Pendant la période où j'étais en train d'avoir mal, tu sais, tu es là, tu as mal. Ton médecin t'a dit, tu es infertile. Et on est là en train de te dire, mon Dieu, le glow de la grossesse te va si bien. Et en même temps, vous savez, ça a fait tout un mélange chez moi d'incompréhension. Parce que déjà, moi, je ne savais pas si je voulais avoir des enfants. Il y avait la médecine qui me disait, tu ne peux pas en avoir. Il y avait les réseaux sociaux qui étaient en mode, oh mon Dieu, elle est enceinte. Waouh, oh là là, ce poids que tu as pris. Nanani, nanana. Oh waouh, ouh là là, ces petites joues juicy, machin, tout ça, tout ça. Et puis, à côté de ça, les gens religieux. Alors, je dis les gens religieux parce que je différencie ça des personnes qui ont la foi ou qui sont spirituelles. Voilà. Je n'aime pas parler en termes de religion. Donc, quand j'emploie le terme religion, en général, ça a une connotation négative. Voilà, sachez-le. Donc, les gens religieux qui sont en mode oh là là, quand est-ce que tu fais un bébé? Parce que tu sais, tant que tu n'es pas marié et que tu n'as pas d'enfant, en gros, tu n'es pas rentré dans le destin de Dieu pour ta vie. Tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Genre, bref, Dieu, il ne voit chez toi qu'un utérus. Et que le fait de te marier. Encore un autre truc. Donc, tu sais, tu es là avec des voix comme ça de toutes parts, avec tes douleurs ou avec tes gonflements et tout et tout. Et ça a été une période archi difficile pour moi parce que j'arrivais pas à me positionner déjà sur ce que je voulais, sur ce que je ressentais, sur comment je le vivais. Avec l'anxiété que j'avais déjà de base, c'est quelque chose qui a été exacerbé. Je vais pas dire que ça m'a donné des troubles du comportement alimentaire parce que j'en avais déjà avant. Je pense que j'ai toujours plus ou moins eu des troubles du comportement alimentaire qui ont été parfois réveillés par X ou Y choses que je vivais à différents moments de ma vie et tout et tout. Mais on va dire que dans ma vie adulte, ça s'est un peu stabilisé dans le fait de se sous-alimenter. Voilà. Et alors, il y a plein de gens qui vont regarder ça et qui vont se dire « Ah bon, Soline, on ne dirait pas tout le temps, tu nous montres ce que tu manges et tout, tu vas au resto. » Et les gens, tu sais, ils s'imaginent pas que tu filmes ton plat, mais que tu l'emmènes chez toi en doggy bag et que ce plat-là que tu as commandé au resto, ça va te faire 3 repas de suite chez toi, tu vois. Ils se disent pas forcément ça. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et où ça l'a accentué, c'est qu'il y avait cette prise de poids qui n'était pas liée à mon alimentation, qui était liée à sûrement des dérèglements hormonaux ou du stress ou que sais-je et tout. Et tu sais, de tout le monde, que ce soit tes proches, ta famille, les gens qui ne te connaissent pas sur les réseaux, qui viennent te dire « Oh, faut faire attention à ton alimentation, faut faire attention à ce que tu manges. » Toi, tu es là, tu sais, ton seul repas de la journée, c'est une mini poêlée de légumes avec un truc de soja que tu finis à peine, etc. Et les gens te disent « Tu sais, peut-être que si tu mangeais un peu moins, peut-être que ça se passerait mieux. » Donc, tu sais, il y a certains moments, je les ai écoutés, à d'autres moments, je me disais « Mais Soline, ce n'est pas assez. » C'est vrai qu'heureusement que dans tous ces moments-là, j'ai eu Marjorie et ma soeur qui étaient là pour j'allais dire m'encourager. Je ne sais pas si on peut dire m'encourager à manger, mais qui étaient là en tout cas pour me dire Soline, il faut que tu manges plus, en fait, il faut que tu manges plus, il faut que tu relances ton métabolisme, ça va pas t'aider avec tes problèmes de santé parce qu'en te sous-alimentant, ben, ça va les exacerber, etc. En même temps, c'est difficile parce que quand tu es habitué pendant des années à te sous-alimenter, l'idée même de manger plus, c'est quelque chose qui est soit angoissant, soit quand tu essaies de le faire, tu n'y arrives pas en fait. Soit tu n'y arrives pas, voilà. Donc, ça a été une période vraiment, une période difficile. Ça a aussi généré chez moi une peur d'être vue, dans le sens où par exemple, si je mets des vêtements, enfin que ça soit à l'époque ou maintenant, si je mets des vêtements près du corps, ce sera quand je suis dans ma sphère privée avec mes amis, mais ce sera par exemple jamais un événement influenceur. Tu vas toujours me voir à un événement influenceur avec un vêtement large, comme ça, parce que, tu sais, un peu à la Billie Eilish, si c'est comme ça qu'on prononce son nom,
Tu sais, en mode, si les gens voient pas c'est quoi ta silhouette, ils pourront pas te dire que tu as grossi ou que tu as maigri. Tu vois, c'était à ce degré-là de stress ou d'angoisse. Parce que par exemple, je suis sujette aux allergies, pour un oui, pour un non, je vais pas avoir le visage qui gonfle. Oh, regarde, son visage a grossi, c'est parce qu'elle est enceinte. Non, j'ai mangé de la glace hier soir, voilà. Il se trouve juste que je suis intolérante au lactose et que j'ai gonflé. Ou bien non, ben il y a le pollen, c'est tout mon corps qui est gonflé, ou c'est mon visage qui est gonflé, ou bien voilà. Aucun rapport avec ça. Du coup, ça a fait tout un melting pot négatif où ça a été difficile de s'en défaire. Donc, je ne dis pas que je m'en suis défait totalement, mais en tout cas, j'y travaille. Et je ne vais pas dire que j'en parle pour que les gens se remettent en question parce que je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas très optimiste forcément concernant ça. Je sais que la communauté de personnes qui me suit est très bienveillante et pour ça, je vous en remercie de ouf. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes se cachent derrière le « on n'a pas dit ça pour blesser, on n'a pas dit ça dans l'intention de nuire, on n'a pas dit ça dans l'intention de blesser, etc. » Et que du coup, en fait, ils ne se remettent pas en question. Donc, c'est pas quelque chose qui fait avancer, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que peut-être que pour m'envoyer un message privé, la personne va y réfléchir à 2 fois parce que tout le temps, je suis en train de dire « arrêtez de dire ça aux gens, vous savez pas ce qu'ils vivent. Arrêtez de dire ça aux gens, vous savez pas ce qu'ils vivent. » Peut-être qu'ils vont se dire, si jamais ils ont vu mes stories à ce moment-là, ah, je ne vais pas poser la question à Soline parce que je ne sais pas ce qu'elle vit. Mais qui vont le faire par exemple à leurs proches. Voilà. Donc bref, j'avais ça à dire parce que ça fait partie de mon histoire concernant toute cette situation-là. Tout ça me ramène à fin 2018. Donc fin 2018, ça faisait peut-être 1 mois et quelques, peut-être 2 mois, je sais plus, que j'étais avec mon amoureux. Donc je réalise d'ailleurs que je vous ai dit dans le plus grand des calmes au début de la vidéo que Monsieur Chouki allait chercher des médicaments pour Epicimos. Alors qu'en vrai, je ne vous ai pas présenté mon copain ici sur YouTube. Enfin, en tout cas pas sur cette chaîne YouTube. Voilà, sur Instagram, je pense que tout le monde le connaît, mais pas ici. Donc voilà, j'ai un copain. Et du coup, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble et tout. Et on était fin décembre. Alors je ne sais pas ce que j'avais, mais je sais que j'étais mal. Je pleurais et tout, et je priais, etc. Je sais pas si je m'étais disputée avec quelqu'un. Enfin bref. Et du coup, je pleurais et je priais pour ce sujet-là, ce ou ces sujets-là. Et du coup, j'ai entendu une voix qui m'a dit que j'allais avoir des enfants. Et genre de ne pas m'inquiéter, que ce diagnostic d'infertilité que j'avais reçu ne venait pas de lui et que j'allais avoir des enfants. Et j'étais un peu en mode, je ne prie pas pour ça en fait. Il faut savoir que je suis un peu ce genre d'être humain, tu vois. Si je prie pour ma situation professionnelle ou bien, je ne sais pas, familiale, et puis que Dieu me répond sur un truc totalement à côté, je serais en mode, c'est génial. Maintenant, est-ce que je peux avoir une réponse pour la question que je me posais, si c'est pas trop demandé, please. Voilà, je me mets ce côté. Heureusement qu'il m'aime malgré tout comme je suis. Mais, et du coup, j'étais un peu en mode, parce que c'était pas une question que j'avais en tête, comme je vous ai déjà dit, même avec l'arrêt des douleurs d'endométriose, je ne pensais pas au fait d'avoir des enfants. Vous voyez, je m'étais déjà plus ou moins faite à l'idée de la PMA ou éventuellement d'adopter le jour où je serai avec quelqu'un, que ce serait sérieux ou quoi que ce soit. C'était pas forcément le cas pendant toutes les années qui ont précédé. Donc voilà, c'était pas un truc auquel je pensais. Quand je parlais avec mes amis qui soit ont de l'endométriose, soit ont le syndrome des ovaires polykystiques, ben oui, on parlait éventuellement de PMA, d'adoption, de choses comme ça, mais même, vous savez, c'est des grosses conversations, c'est pas comme si tous les 4 matins, t'es en train de parler de PMA avec tes BFF, tu vois ce que je veux te dire, c'est bon, voilà, ça va être des conversations que vous avez, voilà, au cours de l'année, de ce qui se passe, de, voilà, et tout. C'est pas non plus des conversations qui étaient super fréquentes, donc c'est pas un truc qui était dans ma tête, présent dans ma tête, tu vois. Donc du coup, je savais pas forcément quoi faire de cette information-là. Il faut savoir aussi que moi, quand ce genre de choses-là m'arrive, je ne m'enflamme pas. Voilà, vous savez, il y a une parole, un verset dans la Bible qui dit de sonder les esprits qui parlent. Pour moi, la meilleure chose qui le fait, c'est le temps. Je fais partie des personnes qui considèrent que peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu fais dans la vie, je pense que ça résume très bien. Je pense pas
à partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu, que tu as la force de pouvoir détruire le destin qu'il a pour toi. Parce que pour moi, l'amour de Dieu, c'est un amour qui surpasse tout et c'est surtout un amour qui surpasse mes imperfections, ce que je fais, que je ne devrais pas faire ou quoi que ce soit, ça surpasse tout. Et vous savez, il y a un verset dans Cantique des Cantiques, je pense que c'est sûrement mon verset préféré de la Bible, qui dit que son amour est plus fort que la mort, dans tous les sens que ça peut engendrer, enfin tous les synonymes de la mort, que ça soit péché, de ci, de ça, machin, mort physique ou spirituelle ou émotionnelle ou je ne sais pas quoi, son amour surpasse tout type de mort, son amour surpasse tout. Et ça, c'est genre un pilier dans ma vie, tu vois. Donc pour moi, quand Dieu a un plan pour toi, que tu lui as déjà dit que tu lui donnes ta vie ou quoi que ce soit, je pense que rien ne peut détruire ce plan-là. Tu vois, tu peux passer par X ou Y chemin parce que tu n'avais pas écouté, parce que ci, parce que ça. Mais moi, je ne crois pas dans les histoires, vous savez, de « Ah, tu as laissé ta saison passer, mais c'est mort pour toi, ça ne reviendra plus jamais. » Moi, je pense que les bénédictions que Dieu a pour moi, je les aurai tous les jours et qu'il trouvera toujours le moyen de me les apporter parce que c'est lui et moi et que c'est notre relation. Mais je dis ça moi, mais je pense que chaque enfant de Dieu devrait aussi envisager les choses sous ce spectre-là de relation fusionnelle en fait. Et bref. Encore autre chose. Et donc, moi, si vous voulez, j'étais un peu dans un truc de what the fuck, comme je vous ai dit, je venais de rencontrer mon copain plus ou moins. Alors, c'était déjà sérieux, mais pas non plus au point pour qu'on parle enfant ou autre, en fait. Vous voyez, oui, on savait qu'on était amoureux et tout, mais c'était pas, on parlait pas non plus, je ne sais pas, futur, achat de maison, enfant, oh là là, dans 10 ans, quand on voyagera, je sais pas où, on ira s'installer à tel endroit, enfin voilà. On était dans une optique sérieuse, voilà, d'envisager notre relation, mais on n'était pas dans un truc, on n'était pas à ce point-là, en train de parler de sujets aussi pointus, tu vois. Du coup, je m'en suis pas préoccupée parce que, mais comme je vous ai dit, moi, je fonctionne vraiment à si ça doit arriver, ça va arriver. Aussi, à partir du moment où on a commencé à avoir des conversations vraiment très sérieuses avec mon copain, dès le départ, je lui ai dit, alors tu sais, les médecins m'ont dit que, voilà, soit j'étais infertile, soit j'avais un fort terrain d'infertilité, etc. Donc, si un jour on veut avoir des enfants, il faut savoir que moi, je ne sais pas si je pourrais en avoir naturellement. Donc, il faudra passer par de la PMA ou de l'adoption, etc. Donc, c'est des choses dont on avait parlé vraiment plusieurs fois. Où, ben voilà, forcément, ben, il m'a dit que c'était pas quelque chose qui le dérangeait. Et que, enfin, pas qui le dérangeait parce que j'aime pas vraiment comme ça dire ça le dérangeait pas. Plus dans le sens où ben, il m'accepte comme je suis et que ben, s'il faut faire X ou Y chose, ben, on ira faire X ou Y chose, simplement. Et ça nous ramène à, du coup, 2020 où, que ça soit lui ou moi, comme je vous ai dit, c'est un truc auquel on avait déjà parlé, donc on était plus dans une façon de réfléchir, de quand on sera prêt à avoir des enfants, on ira entamer le processus de PMA ou quoi que ce soit. On était plus dans cette thématique-là, vous voyez. On n'était pas pour quelque chose d'immédiat, genre on se disait pas, ok, 2020, c'est notre année, la parentalité pour nous, now. Voilà, parce qu'on avait d'autres projets. Et en fait, j'ai tout de suite su que j'étais enceinte. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, ça m'arrive plein de fois d'avoir mes règles qui ont quelques jours de retard. Je ne suis pas quelqu'un qui a un cycle en mode, alors tous les temps du mois, mes règles sont là. Comme je vous ai dit, je note sur mon application, mais toujours, ça peut varier de 3-4 jours. Parfois même, ça peut varier d'une semaine. Si je suis peut-être très stressée ou que, à la rigueur, je ne suis pas du tout stressée. Enfin, voilà. Mais cette fois-là, quand j'ai eu du retard, j'étais en mode... Aïe mon Dieu, Soline, tu es enceinte. Genre, et d'un côté, il y avait, ouais, mais t'es pas censée normalement pouvoir tomber enceinte. Et de l'autre, j'étais en mode, ouais, mais du coup, ça veut dire que si tu es enceinte vraiment, quand tu avais entendu la voix te dire que tu allais avoir des enfants, c'est-à-dire que c'était vraiment Dieu qui t'avait parlé et que tu es vraiment enceinte. Donc du coup, j'étais dans un...
Bon, vu le titre de la vidéo, vous avez déjà vu ma photo sur Instagram. Voilà, au cas où, je vous remontre mon petit bidou. I am very enceinte. Donc, test positif, échographie qui confirme que oui, baby est là, qu'il est bien planté, nanani, nanana. Test sanguin, test d'urine, tout est fait, clic, clac, clouc. Et du coup, ensuite, vient le gynéco qui regarde les examens, enfin tout ça, qui vérifie toutes les données, l'échographie, nanani, nanana. Et du coup, vient le moment où le gynéco regarde l'échographie, tout ça, machin, et il me dit que c'est impossible que j'ai été opérée à l'ovaire droit et que ma trompe droite a été grattée parce que ça a les rend en fait non fonctionnel et tout, et que vu que le bébé s'est implanté là, que c'est complètement impossible que je me sois fait opérer d'endométriose ou à cet endroit-là, en tout cas, que c'était sûrement à gauche mais que j'ai oublié et tout et tout. Et vous savez, je suis quelqu'un qui vit en me disant que Dieu est là, que Dieu agit, que Dieu fait. Mais à chaque fois qu'il le fait, c'est toujours tellement parfaitement que... ça te laisse sans voix. Ça te laisse juste sans voix. Donc, on s'est retrouvés là avec mon copain, avec ce petit miracle dans mon bidon. Je suis juste super émue et honorée et... Enfin, je ne sais pas, vous savez, c'est des choses comme ça dans la vie, même si j'en ai pas forcément besoin pour me dire que Dieu est grand, mais c'est des choses comme ça où je me dis, il n'y a que Dieu, tu sais, pour prendre un organe non fonctionnel, endommagé, etc. Et puis dire, moi j'ai décidé que c'est toi qui vas porter le bébé, que c'est toi qui vas créer de la vie. Il n'y a que Dieu pour faire quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'accueillir ce nouvel esprit, voilà, qui sera sur la terre et de participer à la création de son corps. J'ai hâte de découvrir sa personnalité, la raison pour laquelle il ou elle a été envoyé sur la terre, surtout en cette période. Quand je dis en cette période, pas en mode 2020, mais toutes les années qui vont venir en fait, toute cette époque, voilà. Plutôt toute cette époque, cette saison de la vie où voilà, les choses ont drastiquement changé par rapport à la vie de nos parents, celle de nos arrière-grands-parents et même la nôtre. Hein. Voilà, toute cette nouvelle génération, ils arrivent dans un contexte nouveau. Donc, j'ai hâte. Et puis, à toutes les personnes qui me suivent et qui seraient croyants, croyantes, je vous encourage vraiment, vous savez, quand vous recevez des choses de Dieu, que ça soit des songes, peut-être des visions, peut-être vous avez entendu une voix qui vous parle, peut-être c'est une forte intuition ou quoi que ce soit, vous pouvez l'écrire. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui recommandent de le faire. Mais surtout, je vous recommande de garder ça dans votre cœur, en fait, de garder ça pour vous. Et autant que faire se peut, de l'arroser de la bienveillance, de la paix et de l'amour de Dieu. Laissez Dieu vous emmener où vous devez être, pas à pas, sans vouloir presser les choses. Parce que je sais que beaucoup de personnes, parfois, quand ils reçoivent des trucs, alors déjà, ils en parlent à beaucoup de personnes pour dire oui, alors j'ai reçu ci, j'ai reçu ça, est-ce que tu penses que c'est vrai, est-ce que tu penses que ça vient de Dieu, nanani, nanana. Moi, je pense que ça se confirme toujours quand ça vient de lui. Et aussi, je pense qu'il faut aussi comprendre que si on doit changer pour acquérir cette bénédiction-là, Dieu va nous emmener sur ce chemin-là. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se mettent du stress sur leurs épaules, genre j'ai reçu ça, donc du coup pour que ça arrive, je vais jeûner chaque semaine, je vais faire des trucs chaque semaine, je vais, oh là là, faire ci, ça, je vais lire encore plus ma Bible, nanani, nanana. Genre, si Dieu t'a promis quelque chose, c'est pas parce que t'as collectionné un certain nombre de bons points et qu'il se dit, bon, alors au bout de 150 bons points, tu as une bénédiction. Ça fonctionne pas comme ça en fait. C'est comme il le veut, quand il le veut, avec qui il le veut. Voilà. Donc, de ne pas vous mettre de pression comme ça inutilement parce que il n'est pas là pour vous en mettre. Et quand c'est Dieu qui te met la pression, il sait aussi te montrer où tu dois aller et ce que tu dois faire. Donc, je suis enceinte. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est une nouvelle expérience de ma vie.
parce que énormément de choses ont changé dans ma vie depuis ces derniers mois. Outre le fait que je sois enceinte, outre le fait d'être enceinte, beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis avant que je sois enceinte, voilà, en 2020 et tout et tout. Je vous en parlerai à un autre moment parce que cette vidéo est déjà dans le max de la longueur, tu vois. Mais du coup, dans la nouvelle dynamique dans laquelle je suis, j'avais envie de partager ça avec vous, comme énormément d'autres choses que vous verrez au fur et à mesure et tout et tout. Mais alors voilà, je ne compte pas vous dire à combien de mois je suis, combien de semaines d'aménorrhée, ou quand je le saurai, le sexe du bébé, ou des choses comme ça et tout et tout. Simplement parce que c'est ma façon de me préserver. Voilà, alors pas parce que je n'ai pas envie de partager avec vous, puisque oui, j'ai envie de le faire. Donc je le ferai certainement après. Il y a un mot pour dire ça, mais je ne l'ai pas là comme ça ne me vient pas. Mais plus après, mais quand j'aurai déjà accouché, que bébé sera déjà là, etc. et tout et tout. Pourquoi? Parce que, vous savez, je ne parle même pas des personnes qui sont pas gentilles et pas bienveillantes sur les réseaux, mais même celles qui sont bienveillantes, qui ont envie de donner toujours énormément de conseils sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc., ne réalisent pas peut-être que potentiellement, la personne à qui elles envoient le conseil, ben, il y a peut-être des milliers de personnes ou des centaines de personnes qui leur envoient des conseils qui contredisent ou qui disent autre chose. Voilà, je pense que tout le monde le sait, dans la grossesse, il y a les humeurs, il y a l'émotivité, il y a il y a déjà le stress et l'angoisse, machin et tout et tout. Donc, je n'ai pas forcément envie de rajouter le côté. Plein de gens me donnent plein d'avis différents, me donnent plein d'astuces différentes, me donnent... Voilà. Oh mon Dieu, ah Soline, tu attends de moi. Alors en fait, à ce mois-là, il faut faire ci, ça, 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 ça. Alors, est-ce que tu as déjà vérifié d'avoir fait ci, ça, 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 ça? Alors, est-ce que tu as fait telle prise de sang? Alors, parce qu'en fait, moi, j'avais fait ci, ça, 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 ça. Donc, je sais qu'en ne partageant pas ça, je vais passer à côté de bons conseils. Mais je sais aussi que je vais me préserver, voilà, du côté contradictoire de tout ce que je pourrais recevoir. Je sais déjà que quand je parle d'alimentation, je reçois tout et rien concernant ce dont j'ai parlé, donc je n'ose même pas imaginer quelque chose d'aussi important qu'une grossesse. Donc voilà, c'est ma façon de me préserver, mais c'est archi pas un fuck que je vous fais. Voilà, c'est toujours mon cœur avec votre cœur. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo qui va récapituler le pourquoi du comment. J'étais pas forcément sur YouTube pendant un petit moment. Voilà, bref, je vais en parler dans cette vidéo-là, simplement, comme ça vous le savez. Mais en tout cas, maintenant je suis de retour. Alors certes avec une caméra où je ne sais pas comment elle fonctionne, mais c'est pas grave. Oui, je fais des mouvements entre-temps parce que je ne sais pas pourquoi en vrai. Je me suis vue dans le retour, je me suis dit, c'est comme si j'allais mieux capter un truc, je ne sais pas, genre comme si, hello, genre mais je n'ai pas de caméraman. Mon truc est fixé là, ça va rien changer. Bref, j'espère que vous, ça va. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez. Voilà, voilà. Je vais enfin pouvoir partager plein de trucs avec vous. Genre, si je me mets une tenue sexy mimi, nanani, nanana, et que je veux prendre une photo outfit of the day, je pourrais, sans me dire, alors attends, est-ce qu'on va voir mon bidou? Mais si je mets un vêtement large, est-ce que les gens ne vont pas se dire que je suis enceinte et que du coup c'est pour ça que j'ai mis un vêtement large? Voilà, je pourrais simplement partager, poster, sans avoir à me poser 45 milliards de questions. Voilà, voilà. Je vais arrêter la vidéo là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.